Re-bienvenue parmi nous. Comme je vous ai dit, ça allait enchaîner rapidement. Merci d'être resté proche parce que je voulais quand même avoir votre attention et continuer cette conversation autour, justement, encore une fois, de la résilience et des villes du futur. Alors, nous sommes à MTL Connect, la Semaine numérique de Montréal. Mon nom est Armand Afkami de la société Kelvin Zero. On ne va pas prendre beaucoup de temps, autre que de vous dire que j'aimerais absolument remercier nos grands partenaires, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, pour nous permettre d'être ici et d'avoir un événement aussi riche en programmation que MTL Connect. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les prochains conférenciers. Ils vont nous parler de l'acceptabilité sociale pour les villes et des communautés résilientes. Alors, j'aimerais accueillir Pierre-Guillaume Urtubise et Rosanne Bourque de National. On les applaudit. Merci, merci, merci beaucoup. Fist bump, fist bump. Yeah. Bonjour tout le monde, vous nous entendez bien? Alors donc, Pierre-Guillaume Urtubise, je suis vice-président principal chez National. Je ne suis pas un théoricien de l'acceptabilité sociale, je suis un praticien de l'acceptabilité sociale. Ça fait une vingtaine d'années que j'aide différents clients à faire en sorte que des projets qu'ils proposent se réalisent. Et je travaille avec Rosanne à cet égard. Elle s'occupe plus du volet des communications virtuelles parce qu'il y a une grande partie de l'acceptabilité sociale qui prend la forme maintenant de communication virtuelle, comme vous le savez probablement tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quand même quelques notions de base sur ce qu'est l'acceptabilité sociale. Il y a plusieurs définitions, j'en mets deux à l'écran. Une qui est un peu, que je trouve très sympathique, qui montre bien l'intérêt de ce qu'on cherche quand on travaille en matière d'acceptabilité sociale. C'est de mettre en place des processus par lesquels les parties concernées, la population, les parties prenantes, les groupes d'intérêt, construisent ensemble un ensemble de conditions minimales qu'il faut mettre en place pour qu'un projet ou un programme ou une politique s'intègre harmonieusement. C'est un petit peu fleur bleue. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, mais c'est quand même une belle définition qui témoigne de ce qu'on doit essayer de faire. Une définition qui fait maintenant un peu plus consensus au Québec, celle que le gouvernement a mis de l'avant dans un grand processus de consultation. L'acceptabilité sociale, c'est le résultat d'un jugement collectif, d'une opinion collective à l'égard d'un projet, d'un plan ou d'une politique. Alors donc, vous voyez, ça ne dit pas que c'est positif, ça ne dit pas que c'est négatif, ça peut être les deux, ça peut évoluer dans le temps, c'est difficile à mesurer. C'est l'opinion d'une communauté à l'égard d'un projet. Puis on vient d'entendre parler avec notre panel de différents projets pour nos villes résilientes, pour nos villes modernes, intelligentes, etc. Bien, ça peut être aussi des projets immobiliers, ça peut être aussi des projets énergétiques, ça peut être des projets de pistes cyclables, ça peut être des projets de garderie, ça peut être un projet de parc, ça peut être n'importe quoi, en fait. Tous les projets aujourd'hui font l'objet de débats publics. Alors, le cadre conceptuel, c'est qu'il y a toujours un promoteur d'un projet, soit une ville, soit un gouvernement, soit une entreprise privée, soit un promoteur immobilier, qui a un projet initial. Mais évidemment, les gens ont tout de suite des perceptions, il y a un contexte, il y a différents groupes organisés, parties prenantes, stakeholders, comme on les appelle en anglais, qui s'intéressent à ce projet-là. Ce projet a des caractéristiques. Ça prend une certaine flexibilité, sinon on ne passe pas au travers. Et éventuellement, on a un nouveau projet, idéalement bonifié par l'apport de la discussion avec la communauté. Alors, je vous dis, il y a toutes sortes d'enjeux d'acceptabilité sociale. Comment les reconnaître de façon générale si on a un projet qui affecte ou a un impact sur une partie de la population ou une partie importante ou même quelques voisins, un projet qui change le statu quo, qui a un impact sur des groupes sociaux, des groupes organisés, des groupes environnementaux, des associations de citoyens, des regroupements de voisins, etc., et qui, en général, possède un potentiel de controverse ou de nuisance, on risque d'avoir un enjeu d'acceptabilité sociale. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, ces enjeux-là, je vais vite, parce qu'on pourrait faire ça pendant 2 heures. Moi, ça fait 20 ans que j'en parle, mais disons, aujourd'hui, plus que jamais, on parle d'acceptabilité sociale. Ceux et celles parmi vous qui connaissent Montréal connaissent peut-être l'Expo 67 en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. Vous savez, on a construit une île qui n'existait pas. On a creusé le métro, on a amené du béton dans le milieu du fleuve, on a construit une île, puis on a fait l'Expo par-dessus. Aujourd'hui, c'est inimaginable de faire un tel projet. Pourquoi?
Parce que le contexte a changé, les gens ont des droits, les connaissent plus, les font valoir, sont plus éduqués, ce qui est une grande qualité, mieux informés, mieux organisés. Ils défendent des nouvelles valeurs, notamment quand on parle de communautés résilientes, là, on parle de développement durable, de ville intelligente, de protection des paysages, de qualité de vie. Ils veulent participer au projet, ils veulent être consultés. Tout ça, ça n'existait pas ou très peu il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Évidemment, les tribunes dont Rosanne va vous parler et que vous connaissez très bien n'étaient pas là. L'information circule beaucoup plus vite qu'avant. Et puis, il y a une multitude de projets qui sont bloqués partout sur la planète par des mouvements citoyens. Donc, les gens ont une connaissance de ça. Ils savent qu'ils ont des leviers et donc ils les utilisent. Alors, je vais me placer du côté d'un promoteur. Mais un promoteur, ça peut être un gouvernement, ça peut être une ville qui veut changer, qui veut créer des nouvelles infrastructures, qui veut bâtir des pistes cyclables. Ça peut être un promoteur privé, ça peut être une société énergétique, ça peut être un promoteur. Quelqu'un qui a une idée et qui veut la faire avancer et qui pense qu'il risque d'avoir un enjeu d'acceptabilité sociale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelques clés de succès. Il n'y a pas de recette, mais il y a des clés de succès. La première, c'est qu'il faut avoir beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que ces projets-là sont de plus en plus compliqués. Alors, quel genre de questions il faut se poser au début d'un projet? Est-ce que j'ai toutes les ressources pour mener le projet à long terme? Est-ce que j'ai l'équipe? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'expertise? Est-ce que j'ai les budgets? Comment j'organise ma planification dès le départ avant d'annoncer mon projet, quel qu'il soit? Première clé, s'armer de courage. Deuxièmement, faire preuve de réalisme. Le nombre d'ingénieurs que j'ai rencontrés qui ont imaginé leur projet, qui ont rêvé jour et nuit, qui en ont peaufiné tous les détails, c'est leur bébé. Ils pensent que leur projet y est parfait, puis que tout le monde va trouver qu'il est parfait. Bien, c'est pas vrai. Il ne faut pas être naïf. Il y a toujours des obstacles à envisager. Il y a presque toujours des opposants potentiels et il faut imaginer le pire scénario dès le départ pour se préparer. Et c'est absolument crucial. Le nombre de personnes qui pensent que tout va bien aller puis tout d'un coup, ça dégénère et ils ne l'avaient pas vu venir. Alors donc, il faut se préparer avant d'annoncer son projet, de se lancer à l'eau. Il faut connaître le contexte, les acteurs, le contexte réglementaire, les positions politiques des gens dans le milieu, les études qui ont été faites. Est-ce qu'il y a déjà eu un projet similaire, par exemple une tour de télécommunication cellulaire dans une communauté? Bien, on peut bien dire c'est intéressant, c'est moderne, ça va connecter le monde, mais y a-t-il déjà eu un projet de tour qui avait mis la communauté à feu et à sang dans cette ville-là? Si on ne connaît pas ça, on ne réussira jamais à passer notre projet. Alors, ça prend ton plan. Il faut que tu connaisses d'avance qui pourraient être tes alliés, tes influenceurs, etc. Qui va être notre porte-parole, quelles sont les ressources, etc. Se préparer avant d'annoncer son projet. Une autre chose qu'il faut faire, le débat public, il est légitime. Le nombre de personnes que je vois qui démonisent les opposants, c'est un très, très, très mauvais défaut. C'est une très mauvaise pratique. Comme les opposants qui démonisent les promoteurs, les villes, les gouvernements. On n'arrive à rien dans un contexte comme ça. Alors, les préoccupations, elles sont légitimes. Si tu penses que, par exemple, si tu es un promoteur immobilier et tu penses que tous les opposants environnementalistes, c'est des vieux freaks avec des jupes à carreaux, tu n'arriveras jamais à rien. Il faut être capable d'avoir cet état d'esprit et comprendre que les groupes d'intérêt sont redevables à des membres, etc., ont des positions à faire valoir. Et il faut imaginer dès le début des points de convergence possibles. Il faut envisager la possibilité de consulter certains gens en amont avant d'annoncer le projet. Mais ce n'est pas une recette, ça. On consulte qui? Sous quelle forme? Quel est le potentiel de réussite? Est-ce que j'ai confiance que si je rencontre telle personne, tel groupe de protection du patrimoine, telle organisation, mon projet ne se retrouvera pas dans les médias le lendemain? Est-ce que je suis capable d'établir un peu de confidentialité? Quelle sera ma marge de manœuvre, etc. Il faut aussi, dès le départ, être à l'affût des plateformes d'expression et de participer au dialogue ou d'envisager de participer au dialogue, mais je vais laisser Rosanne vous en parler plus en détail. Et il faut surtout être prêt à bonifier son projet. Alors, donc, il faut se garder une forme de marge de manœuvre. Il faut identifier dans son projet ce qui pourra être les points qui fera l'objet de discussion.
On pourra voir aussi comment on peut négocier. En même temps, il faut être capable d'établir ses limites et de dire ce projet-là ne pourra pas se réussir, par exemple, s'il n'est pas rentable, ce qui est souvent une des conditions de base d'un des projets. Ou bien, je veux faire un centre communautaire, une municipalité qui voudrait faire un centre communautaire pour sa population dans une perspective d'être une communauté plus résiliente. Bien, tu sais, ça ne peut pas se transformer en n'importe quoi, là. Ça ne peut pas devenir un aréna. C'est un centre communautaire que j'ai besoin. J'ai besoin d'un espace pour mes organismes sur mon territoire. Donc, il faut établir les limites, mais il faut aussi avoir une marge pour négocier parce que centre communautaire, c'est une chose, mais ça pourrait être centre communautaire, garderie, lieu d'expression culturelle. Ça pourrait être plein de choses quand tu débats avec la population. Alors, donc, établir à la fois ses limites, ses marges de manœuvre et être prêt à bonifier le projet. Alors, donc, encore une fois, quand je dis les limites, il y a des éléments qui sont fondamentaux dans un projet qu'on doit établir dès le départ, les faire connaître, et il y en a pour lesquels il y a de la marge de manœuvre. Je vous en parle aussi, se méfier des discours trop techniques, c'est un enjeu qu'on a. Quand on veut faire de la participation publique, quand on veut intégrer la contribution des citoyens, il faut faire attention. Par exemple, dans le domaine des villes, tous ceux et celles ici qui connaissent ce domaine-là savent qu'il est truffé d'acronymes, de plans particuliers d'urbanisme, de projets d'intégration et d'implantation architecturale, de PIA, de PPC-moi. Et ça, c'est seulement les acronymes à Montréal. Alors, il y en a dans toutes les villes de la planète. Les citoyens ne se retrouvent pas là-dedans. Alors, il faut être capable de, sans vulgariser à outrance, il faut quand même être capable de faire en sorte que les gens connaissent le vocabulaire, les enjeux et puissent participer. Et il faut, si on mène de la participation publique dans une perspective d'acceptabilité sociale, il faut comprendre que les gens ont besoin de temps pour participer pleinement. Donc, il faut comprendre que ça va amener des délais dans la réalisation effective des projets. Mais nous qui faisons de la participation publique, on pense que c'est pour le mieux et que ça peut faire en sorte de bonifier les projets. Alors, je vous ai fait un tour très, très, très rapide. Je serai disponible pour en discuter plus à fond avec vous, mais je laisse maintenant Rosanne vous dire quelques mots de la réalité médiatique et particulièrement virtuelle. Exactement. Donc, on le sait tous, on vit dans une ère médiatique qui est un peu différente de ce qu'on connaissait il y a quelques décennies ou même... en fait, ça bouge très, très vite. Là. À chaque année, on a des nouvelles plateformes sociales, on a des nouveaux types de médias. Donc, on va en parler un peu plus en profondeur. Donc, les médias sociaux sont un super outil en communication, mais par contre, c'est aussi des outils qui facilitent la contestation. On a ces outils-là, en fait, qui permettent là, une plus grande accessibilité gratuitement. Donc, ce qui fait qu'on a une multitude là, de publications qui est en fait exponentielle, qui rend ça en fait aussi très difficile à suivre. Donc, on a un suivi à faire presque en continu à cause de ce caractère-là asynchrone des réseaux sociaux. Donc, le jour et la nuit, il faut faire ce suivi-là de toutes ces publications qui peuvent être en lien avec notre projet. Il y a aussi l'opinion publique qui change très rapidement, puis c'est le cas sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir une seule publication qui fait tout simplement boule de neige, puis qui influence complètement l'opinion. Ensuite de ça, bien, il y a l'anonymat, puis le sentiment d'impunité. Donc, on peut avoir affaire à des discours qui sortent un peu du cadre habituel dans d'autres types de médias ou d'autres types de canaux. Il y a aussi plusieurs périodes à surveiller. Là, donc, c'est vraiment un travail sur les réseaux sociaux qui a une ampleur assez importante. On a aussi toutes les fake news à démêler. Donc, des fois, des nouvelles qui sortent un peu de nulle part là, avec des nouveaux médias ou du nouveau type de journalisme, finalement. Par contre, les médias sociaux, il y a beaucoup de positifs quand on arrive dans un processus d'acceptabilité sociale. Donc, comme le disait Pierre, ce qu'on veut, c'est vraiment un dialogue, en fait, avec les communautés ou les parties prenantes. Donc, c'est ce que permet, en fait, les médias sociaux. Comme vous le savez, ou en fait, je l'espère pour vous, mais sur les médias sociaux, on peut écrire quelque chose et normalement, les gens peuvent nous répondre. Donc, j'espère que c'est le cas pour vous, mais c'est ce qui fait aussi qu'on peut vraiment avoir des interactions avec nos parties prenantes, ce qui n'est pas le cas avec des médias qui ont une communication un petit peu plus unidirectionnelle, là, comme la radio ou la télé.
Donc, on est vraiment dans un dialogue. Les gens peuvent faire part de leurs inquiétudes. On peut aussi, de cette manière-là, mieux comprendre leurs freins, leurs besoins. Ce qui fait aussi qu'on peut, c'était le cas en fait là, pendant la pandémie quand on faisait tout à distance. Ça a un peu accéléré le processus, mais tu sais, de créer des espaces de travail en ligne, ce qui fait que la collaboration avec les citoyens ou différentes parties prenantes, là, comme le panel juste avant nous parlait de Montréal en commun, ben il y a eu toutes ces rencontres-là de communautés de pratique qui ont pu se dérouler en ligne. Les gens ont pu collaborer sur des espaces virtuels aussi. Ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, on en a parlé plutôt pour le côté un peu qui facilite la contestation, mais c'est l'accessibilité des outils qui sont gratuits. Donc, évidemment, ça fait qu'on peut rejoindre une plus grande partie de la population aussi. L'accessibilité, c'est aussi de rejoindre des gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer, puis là, qui sont accessibles par les réseaux sociaux. Il y a aussi justement la portée des médias sociaux qui sont devenus un média de masse qui nous permet de rejoindre un plus large public. Il y a aussi toute la question de faire de la veille, là, comme je vous disais, c'est vraiment un travail en continu de comprendre un peu ce qui se dit sur un projet ou sur un nouveau développement immobilier, par exemple. Donc là, avec les outils de médias sociaux de nos jours, on peut installer une veille qui va nous permettre de comprendre un peu plus ce qui se dit, de démêler ou en tout cas de comprendre quelle proportion est positive ou négative. Puis après ça, de mieux adapter nos messages pour en fait rééquilibrer là, cette proportion-là de messages positifs, négatifs, de démêler aussi tout ce qui est fake news ou de pouvoir aller travailler sur différents enjeux qui sont soulignés dans nos veilles. Puis, il y a aussi, là, en fait, c'est des outils qui sont automatisés, donc qu'il faut quand même un humain, mais qui nous permettent d'avoir du volume, là, finalement, puis de très bonne source d'information quand vient le temps d'analyser ce qu'on va faire. Les médias sociaux aussi, ça permet de segmenter les messages pour différents types de publics, ce qui n'est pas possible avec d'autres canaux. Donc ça, je pense que c'est un avantage, c'est de pouvoir aller vraiment s'adresser à des communautés de quartier ou des types des profils de citoyens très, très précis. Donc voilà, des outils très, très utiles dans votre stratégie pour un projet d'acceptabilité sociale. Pour conclure, Pierre, je pense qu'il y a quelques éléments essentiels. Donc, j'ai parlé beaucoup là, de la veille médiatique traditionnelle virtuelle, mais je pense qu'il y en a d'autres éléments incontournables. Bien, évidemment, toute la question d'avoir un plan de communication pour ton projet et de l'établir en amont, c'est absolument incontournable. Maintenant, penser que tu vas être capable de tout prévoir en amont d'un projet, c'est être naïf. Donc, il faut que ce soit flexible et adaptable. Ce qu'on a vu se passer avec les médias sociaux dans le cas des grands projets d'acceptabilité sociale, c'est que comme les boules de neige se forment très, très, très rapidement, il faut être capable de réagir très, très, très rapidement. Donc ça veut dire qu'à l'interne, les gens qui proposent des projets doivent avoir une chaîne d'approbation efficace, d'avoir des porte-paroles qui sont déjà identifiés, formés, etc. C'est une des conditions. Sinon, tu ne réussiras pas à gagner, si on peut appeler ça, cette bataille-là de la communication avec des médias qui fonctionnent à des vitesses absolument phénoménales. Évidemment, quand tu encourages un dialogue avec la communauté, il y en a une partie qui peut se faire virtuellement, mais c'est aussi illusoire de penser qu'elle sera complètement virtuelle, cette communication-là. Donc, il y a aussi des rencontres, des consultations, des tables de travail, des soirées, des portes ouvertes, etc., parce qu'il faut rejoindre un maximum de public. Donc, il faut s'entourer de gens qui sont capables de mener ces formes de dialogue et de participation publique-là. Là, il y a plein de professionnels qui font ce type de métier. Donc, l'expertise professionnelle, elle est incontournable, soit à l'interne de ton équipe, comme dans une grande ville, par exemple. Il y a souvent des équipes qui font ce type de travail-là. Mais quand on arrive dans des plus petites communautés ou des promoteurs privés, par exemple, ou des institutions, bien, on fait appel à des ressources extérieures. Alors donc,
Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur cette proposition de PowerPoint? Je pense qu'on n'a rien oublié, mais c'est vrai que c'est un bon rappel. Là, toute cette cohérence-là entre le en ligne et hors ligne, c'est essentiel d'avoir une continuité avant, après, pendant, autant de manière virtuelle qu'en présentiel, comme aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a peut-être 50 secondes. Si quelqu'un a une question, il y a un micro. 50 secondes. Merci. Sinon, on vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre attention. Au revoir. Alors, on remercie Pierre Guillot Urtubise et Rosanne Bourque de National pour leur belle conférence inspirante. MTL Inspire, conférence inspirante. Nous allons enchaîner dans quelques minutes avec une classe des maîtres. Alors, je sais qu'on se dégourdit les jambes, je vois du monde qui vont vers la sortie, mais n'allez pas trop loin. Revenez nous voir dans quelques minutes, même pas, car nous allons accueillir une superbe conférencière qui va nous parler des villes résilientes du futur dans une classe de maîtres à ne pas manquer ici au Studio 2 dans quelques minutes. Alors, de la part de l'équipe de MTL Connect, on vous remercie d'être des nôtres à la maison ou ici en présentiel. Merci, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite!